Dans cette cinquième vidéo sur la location dynamique, nous allons aborder la notion d'échange, swap en anglais ou en C++. Pour rappel, dans la quatrième vidéo, nous avons introduit cette classe randomString qui stocke un tableau de n caractères choisis au hasard entre la lettre A majuscule et la lettre Z majuscule. Pour cette classe, nous avons écrit deux constructeurs, un qui prend la valeur n en entrée, et le deuxième qui est le constructeur de copie, qui est donc capable de copier une random string dans une autre. Nous avons aussi introduit l'opérateur d'affectation, opérateur égal, et évidemment le destructeur. Notre but aujourd'hui, c'est de trier un vecteur de random string. Alors pour ça, nous utiliserons un triabule parce que c'est suffisamment simple et que ça illustrera bien notre propos. Donc, notre but, c'est d'être capable d'exécuter ce code, cette fonction principale, où nous créons un vecteur de random string vide. Nous y insérons avec la méthode mplaceback toute une série de 7 random strings de taille différente. Nous trions avec une fonction bubblesort. Et enfin, nous affichons le résultat. Alors actuellement, ce code ne peut pas compiler pour plusieurs raisons. D'abord, nous n'avons pas d'opérateur d'affichage disponible pour random string, donc il faudra l'écrire. Ensuite, nous n'avons pas écrit la fonction bubblesort. Alors, nous utiliserons une fonction bubblesort assez générique qui est capable de traiter n'importe quel type de vecteur en entrée, voire même d'itérateur de manière générale. Mais cette fonction générique, il faudra lui fournir au moins un critère de tri entre deux random strings, donc l'opérateur de comparaison entre deux random strings qui nous dit lequel est le plus petit des deux. Et enfin, avant cela, je vais vous parler brièvement de cette méthode mplaceback de standard vector que vous ne connaissez peut-être pas suffisamment bien. Alors commençons par cela. Pourquoi est-ce que j'ai utilisé mplaceback? Alors pour l'illustrer, j'ai écrit une petite classe C qui ne fait rien de très intéressant à part afficher les différents appels aux trois constructeurs possibles, le constructeur par défaut avec un entier en paramètre ou le constructeur de copie, ou bien l'appel à l'opérateur d'affectation, ou enfin le destructeur. Alors cette classe C va me permettre de voir ce qui se passe quand je remplis un vecteur. Alors ma première possibilité pour remplir un vecteur d'éléments, ici je veux le remplir avec deux éléments de type C, eh bien c'est de créer mon vecteur de C en lui spécifiant tout de suite la taille, puis en faisant une boucle dans laquelle je vais écrire. Alors ici j'ai initialisé avec des entiers aléatoires, et puis je les affecte dans V2i. Alors si j'exécute ce code, qu'est-ce qui va m'afficher? Eh bien à la deuxième ligne, donc vecteur de C qui définit V avec n éléments, eh bien, il va m'afficher n fois default. Quand vous créez un vecteur en lui spécifiant la taille, il le remplit d'éléments par défaut. Ensuite, je commence ma boucle. Pour i égale 0, je vais faire v de 0 égale c de rand. Alors, qu'est-ce qu'il m'affiche? Il m'affiche int, opérateur égal, destructeur. Pourquoi? Parce qu'il commence par construire c de rand avec le constructeur qui prend un entier en entrée. Puis, il affecte le résultat dans la variable v de 0, c'est l'opérateur égal. Et enfin, il n'a plus besoin du c de rand qu'il avait construit, et donc il va le détruire. Pour i égale 1, il fait la même chose, et puis on va sortir du programme, et donc il va détruire les objets qui sont inclus dans le vecteur, et donc il y en a deux, il appelle deux fois le destructeur. Alors, ça paraît vraiment beaucoup de création d'objets et d'affectation et de destruction pour simplement mettre deux objets dans un vecteur. On voulait mettre deux objets dans un vecteur, finalement on en a construit 4 et on l'a affecté 2 fois. Ça paraît excessif. Une alternative possible, c'est d'utiliser la méthode pushback. Dans ce cas-là, on commence par créer un vecteur vide, on réserve la mémoire, mais si vous vous souvenez de la vidéo 2, réserver de la mémoire, en fait, on utilise simplement deux points opérateur new,
et donc on ne construit pas les objets. Donc on n'a aucun affichage avant de rentrer dans la boucle. Le premier affichage, c'est quand on va faire notre pushback, et notre pushback, il va faire quelque chose de similaire à précédemment. La seule différence, c'est que plutôt d'utiliser l'opérateur d'affectation, il utilise le constructeur de copie. Parce que pushback va construire directement en place en utilisant le new en place pour ce faire. Mais il crée quand même un objet de type C avec un entier et puis il détruit cet objet temporaire. Deuxième fois, la même chose. Et puis il reste à détruire les deux éléments qui sont stockés dans le vecteur. C'est mieux. On a évité de faire des opérateurs égales, donc ça c'est bien. Mais c'est encore loin d'être parfait. La meilleure méthode pour remplir notre vecteur, c'est celle-là. C'est de réserver la mémoire nécessaire et puis de faire mPlaceBack dans notre vecteur. Alors, ce qui change avec mPlaceBack, c'est qu'on ne lui passe pas un objet de type C, on lui passe les paramètres nécessaires pour construire lui-même en place l'objet de type C. Du coup, si on exécute ça, donc la création du vecteur et réserver la mémoire, ça n'affiche rien, ça ne construit rien. Et le premier mPlace va simplement construire en place avec l'entier qu'il a reçu en paramètres. Le deuxième mPlaceBack fait de même, et quand on sort du programme, il détruit les éléments. On a donc une approche beaucoup plus efficace. Ensuite, il faut donc écrire notre opérateur d'affichage. Alors ça, ce n'est pas très difficile, vous l'avez déjà fait en informatique. Donc c'est une fonction qui prend deux paramètres en entrée, le flux dans lequel il faut afficher et l'objet à afficher. Alors dans notre cas, il parcourt simplement le tableau de données qui va donc de rdata à rdata plus rn, rdata plus rn non compris, et il affiche les caractères un par un. Ensuite, il retourne le flux qu'il a reçu en entrée pour qu'on puisse enchaîner les opérateurs. L'autre type d'opérateur qu'on doit écrire, c'est l'opérateur de comparaison. Alors celui-là, il est un petit peu plus compliqué à écrire. Alors, on peut l'écrire soit comme une méthode de la classe randomString, soit comme une fonction amie, avec alors deux paramètres en entrée, qu'on appellerait typiquement LHS et RHS, donc left hand side et right hand side. Alors ici, j'ai choisi une solution intermédiaire, je l'écris comme une méthode, mais je vais utiliser LHS comme une référence à étoile 10. Du coup, je pourrais écrire le reste du code comme si c'était une fonction externe. Alors, que doit faire mon opérateur de comparaison? Il doit me dire laquelle des deux strings est la plus petite. Alors, en général, quand on compare des chaînes de caractères, on utilise l'ordre d'un dictionnaire, donc l'ordre lexicographique. Et ça consiste à parcourir les deux chaînes jusqu'à ce qu'on rencontre deux éléments différents. Et dans ce cas-là, c'est la lettre la plus petite qui nous dit lequel des deux est le plus petit. Si on arrive au bout d'une de ces deux chaînes, eh bien c'est la chaîne la plus petite qui est donc la chaîne la plus courte qui est plus petite que la chaîne la plus longue. Alors pour mettre ça en place, il faut d'abord parcourir tous les caractères jusqu'à la longueur commune minimale. Donc c'est ce qu'on fait ici. Donc on cherche le plus petit n, donc entre les deux chaînes qu'on a. Et puis on fait une boucle sur i qui va de 0 au plus petit n. Alors, ce qu'on fait comme opération dans cette boucle, c'est qu'on compare les données donc, du im caractère à droite et à gauche. Si le im caractère à gauche est plus petit que celui de droite, alors la chaîne de gauche est plus petite que la chaîne de droite, et donc on renvoie vrai. Si c'est le contraire, si LHS est plus grand que RHS, alors c'est faux. La chaîne de droite est plus petite, et donc on va renvoyer faux. Et puis il reste un troisième cas, c'est le cas où les deux sont égaux, auquel cas on passe au caractère suivant.
Si on sort de cette boucle sans avoir fait un return true ou false, ça veut dire que pour les plus petits n premiers caractères, les caractères étaient identiques. Alors il nous reste à retourner, est-ce qu'une chaîne est plus petite que l'autre? Ce qui serait le dernier critère qu'on pourrait utiliser pour comparer les deux chaînes. Alors là, on a écrit juste l'opérateur plus petit. Idéalement, quand on écrit l'opérateur plus petit, on devrait écrire les autres opérateurs. Mais le plus simple, c'est d'écrire les autres opérateurs en utilisant notre opérateur plus petit. Alors on peut écrire l'opérateur plus grand comme étant simplement celui de droite qui est plus petit que celui de gauche. On peut écrire plus petit ou égal en disant que ce n'est pas plus petit, égal plus petit dans l'autre sens, ou plus grand ou égal en disant que ce n'est pas plus petit. Donc ça, c'est assez classique pour les opérateurs de comparaison. Normalement, on n'écrit qu'un, et celui qu'on écrit, c'est l'opérateur plus petit parce que c'est celui qui est utilisé dans tous les algorithmes de tri de la librairie standard. Parlons-en de l'algorithme de tri. Donc nous voulons écrire un algorithme qui va implémenter le tri à bulles, et nous voulons l'écrire de manière générique, comme la plupart des algorithmes de la librairie algorithmes sont écrits. Donc avec deux itérateurs en entrée, first et last, et on doit trier la plage de données qui va de first compris à last non compris. Alors le tri à bulles, il va faire deux itérations imbriquées. La boucle principale, elle doit s'exécuter n-1 fois pour un tableau de n éléments. Et donc, nous calculons la valeur de n, c'est la distance entre l'itérateur first et l'itérateur last. Et puis, nous lançons cette boucle principale. Alors, pour l'exécuter de n-1 fois, on peut par exemple partir de 1 et rester avec i plus petit que n. Ensuite, on a une boucle imbriquée. Cette boucle imbriquée, elle doit aller du premier élément au n-ième. Alors, c'est ce qu'on fait ici. Donc, on commence avec j égale first, qui sera toujours un itérateur sur le premier élément. Et on s'arrête alors quand on arrive à last moins i. Alors pour ça, on utilise la fonction prev qui recule l'itérateur last de i position. Ça, c'est notre deuxième boucle imbriquée. Et puis le test que l'on doit faire, c'est est-ce que i et l'élément, étoile j et l'élément qui suit étoile j ne sont pas dans le bon ordre. C'est-à-dire, est-ce que l'élément itéré par next de j est plus petit que l'élément itéré par j. Si c'est le cas, nous devons swapper ces deux éléments, ce qu'on peut faire en déréférençant j et en déréférençant next de j. Alors, ce n'est peut-être pas la manière la plus efficace de le faire. Probablement, on devrait travailler avec deux itérateurs, un qui itère sur j et l'autre qui itère sur l'élément suivant j. Ce serait peut-être un tout petit peu plus efficace, mais celui-ci est suffisamment bon et illustratif. Alors, la question qui nous intéresse, c'est quelle est la complexité de ce code? Donc, avec ce code-là, nous voudrions trier n random strings qui auront chacune m caractères. Pour simplifier, elles ont toutes la même taille. Alors, le tri à bulles, on sait bien, il a une complexité en n carré. Donc, nous aurons n carré comparaison, enfin de l'ordre de n carré comparaison. Et aussi de l'ordre de n carré échange en moyenne. Alors évidemment, si l'entrée est déjà triée, on ne fera aucun échange. S'il est trié à l'envers, on fera autant d'échanges que de comparaisons. Mais en moyenne, on aura de l'ordre sur une entrée aléatoire de la moitié des échanges par rapport au nombre de comparaisons. Pour savoir quelle est la complexité de ces n carré échanges, se pose la question de savoir quelle est la complexité d'effectuer un échange de m caractères. Donc, quelle est la complexité des appels à cette fonction swap? Alors, pour ça, il faut regarder comment est typiquement implémentée la fonction swap. Alors, à une ou deux nuances près, ça ressemble à cela. Donc, pour swapper les éléments LHS et RHS dont on reçoit une référence et qui sont de type T, eh bien, on va copier un des éléments dans une variable temporaire, l'autre élément dans la variable que l'on vient de copier, et enfin, on copie la valeur temporaire dans l'élément. Alors, si on regarde ce qui se passe en pratique, ça veut dire que la première ligne, on appelle un constructeur de copie pour construire temp.
La deuxième ligne, on utilise l'opérateur d'affectation. La troisième ligne, un opérateur d'affectation. Et à la quatrième ligne, on va détruire l'objet temp. Et donc, comme cet objet était affecté automatiquement, on a une destruction automatique quand on sort de scope. Ce qui veut dire qu'en pratique, pour nos random strings, on va avoir une allocation dynamique d'un tableau de m caractères au constructeur de copie. Ensuite, on a de la chance, on a bien écrit nos opérateurs d'affectation. Donc on réutilise la mémoire allouée, mais on a quand même 3 copies des m caractères. Une dans le constructeur de copie et 2 dans les 2 opérateurs d'affectation. Et puis on a la destruction d'un tableau de m caractères pour finir. Alors clairement, ça, c'est grand O de m. Alors, c'est gênant parce que ça veut dire que la complexité de notre triabule, ce ne sera pas n carré, ce sera m fois n carré. Plus nos random strings seront longues et plus ce sera cher. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est possible d'écrire cette fonction swap pour le type random string avec une complexité constante. Pour cela, nous allons procéder en 2 étapes. D'abord, nous écrivons une méthode, donc une méthode de la classe random string qui s'appelle swap et qui prend en paramètre un autre random string que nous appelons donc other. Pour faire cet échange, on va simplement échanger, donc on veut échanger le contenu des 2 random strings. Et pour cela, on va simplement échanger les 2 attributs de nos 2 random strings. Donc on échange l'entier n entre 10 et other et le pointeur data entre 10 et other. Ces 2 échanges se font avec la fonction swap standard, mais qui reçoit en paramètre soit 2 entiers, soit 2 pointeurs. Et dans les 2 cas, les échanges se font donc en un temps constant et sans allocation dynamique, donc sans de risque de lever une exception. Et donc cette fonction swap, on peut l'écrire noExcept. Une fois qu'on a cette méthode swap définie, on peut écrire la fonction swap en elle-même qui reçoit donc 2 random strings en paramètres, LHS pour left hand side et RHS pour right hand side, et qui simplement se contente d'appeler la méthode swap de l'un avec l'autre en paramètre. De nouveau, logiquement, cette fonction swap, elle est noExcept. Alors, quels sont les bénéfices d'avoir réécrit cette fonction swap particulière pour notre type random string? Eh bien, d'abord, c'est que ce swap-là, il est noExcept. La version générique ne l'était pas, puisqu'elle devait faire des copies, et que notre constructeur de copie et notre opérateur d'affectation font de l'allocation dynamique. L'autre avantage, c'est en termes de complexité. On passe de O de m pour une random string de m caractères à O de 1. Donc indépendant du nombre de caractères que l'on a stocké dans notre random string. Ça veut dire que notre bubble sort, il passe de m fois n carré à n carré en termes d'échange. Et même que standard sort va passer de m fois n log de n à n fois log de n. Alors, pourquoi est-ce que standard sort est aussi affecté? C'est parce que standard sort, c'est un tri rapide, donc c'est un tri par échange. Et dans standard sort, toutes les manipulations de données vont uniquement s'effectuer avec des lignes using standard swap, point virgule, swap de A à B, pour échanger les données A et B. Alors, la conséquence de ça, c'est que si vous avez écrit vous-même une fonction swap pour le type des données que vous allez trier, c'est votre fonction swap qui sera utilisée. Sinon, ce sera la version générique définie dans les librairies standards. Alors, ce concept d'écrire des fonctions swap pour votre type de données, ça s'appelle swappable, et c'est quelque chose qui vaut la peine d'aller voir en détail sur CPP référence. Alors, un bénéfice supplémentaire, c'est qu'une fois que vous avez une fonction swap, il devient très simple d'écrire des opérateurs d'affectation. Alors, de manière tout à fait générale, vous pourrez toujours écrire votre opérateur d'affectation ainsi. Vous commencez à la première ligne par tester la non-auto-affectation. Ça ne change pas. À la deuxième ligne, vous utilisez un constructeur de copie pour créer une variable temporaire. Après cette
ce constructeur de copie, vous êtes noAccept. Donc vous êtes sûr que vous n'aurez pas de problème. Derrière la troisième ligne, vous faites un swap entre cette valeur temporaire et votre valeur 10. Ce qui veut dire que maintenant, votre 10 contient bien une copie de RS. Et enfin, vous retournez 10, classiquement. La toute dernière chose qui se passe, c'est que vous sortez de la méthode opérateur égal. Et à ce moment-là, temp sera automatiquement détruit. Et le destructeur de temp libérera les ressources que vous aviez précédemment dans 10, mais que vous avez swappé dans temp. Alors ça, c'est une version tout à fait générale de l'opérateur d'affectation. Vous pouvez, si vous avez écrit un constructeur de copie correct, vous pouvez toujours utiliser cette version-là, mais ce n'est pas toujours la version la plus efficace. Dans notre cas, nous avons perdu la possibilité de réutiliser la même mémoire dans le cas où nous copions une random string dans une autre random string de même taille. Donc ça, c'est dommage. Donc si on n'a pas de bonne raison de pouvoir réutiliser des ressources de manière intelligente, on écrira nos opérateurs d'affectation ainsi. Et si on veut faire mieux, on les écrira à la main. Mais cette version-ci fonctionne toujours. Et par ailleurs, cette fonction-ci, elle offre une garantie forte, puisque nous ne touchons pas au contenu de 10 avant d'avoir éventuellement lancé toutes les exceptions.